Imaginez un peu le scénario. On se réveille riche et le soir, au moment de se coucher, on est fauché. Pas de guerre, aucun avertissement, rien. Juste un effondrement, brutal, terrifiant, qui a littéralement fait s'évaporer une richesse monumentale. Un choc qui a plongé toute l'Amérique dans une décennie de faim et de poussière. La soudaineté de la chose a été un choc total, absolu. Du jour au lendemain, l'équivalent de 200 milliards de dollars d'aujourd'hui est parti en fumée. Et attention, on ne parle pas d'argent de Monopoly là, on parle de vraies économies, de maisons, de rêves, de toute une vie. C'est la grande question, bien sûr. Et pour y répondre, il faut remonter un peu le temps. Il faut revenir à la fête immense qui a eu lieu juste avant la chute. Alors, bienvenue dans les années folles. Une époque d'optimisme débridé, de prospérité économique qui semblait sans fin et d'une confiance quasi aveugle en l'avenir. Mais voilà, cette fête reposait sur des fondations incroyablement fragiles. En fait, il y avait deux Amériques. D'un côté, les villes, en pleine effervescence, les usines tournaient à plein régime, crachant des forts de thé et des postes de radio à un rythme jamais vu. Et de l'autre côté, l'Amérique rurale, qui était complètement à la peine. Les agriculteurs, qui s'étaient enrichis pendant la guerre, voyaient maintenant les prix s'effondrer et s'endettaient lourdement pour se moderniser, souvent en pure perte. Dans les villes, un nouveau jeu a fait son apparition, le crédit à la consommation. Le fameux « acheter maintenant, payer plus tard ». Une voiture, à crédit. Une radio, à crédit. Des actions en bourse, surtout à crédit. Les banques proposaient des plans de paiement à quiconque avait un pouls, ou presque. Et ça, c'est le mécanisme qui a vraiment mis le feu aux poudres, l'achat sur marge. D'un seul coup, la bourse devenait accessible à tout le monde. Il suffisait de mettre une petite somme de sa poche pour acheter des actions qui valaient 10 fois plus. Le pari était simple, presque trop simple. Les actions, ça ne peut que monter, n'est-ce pas ? La spéculation est devenue une véritable fièvre nationale. Les coiffeurs donnaient des tuyaux boursiers, les cireurs de chaussures proposaient des investissements soi-disant immanquables. Tout le monde, du banquier au barbier, pensait avoir trouvé le moyen de devenir riche et vite. Et puis, le mardi 29 octobre 1929, la musique s'est brutalement arrêtée. Ce jour, qui est entré dans l'histoire comme le mardi noir, n'a pas seulement vu la bourse chuter, non, elle a fait un plongeon impeccable du haut d'un gratte-ciel pour s'écraser directement sur le béton. C'est la valeur, ajustée à l'inflation, de la richesse qui a disparu en un clin d'œil. Des fortunes de papier, bien sûr, mais qui représentaient les espoirs et les économies de millions de personnes. Dehors, la foule regardait, silencieuse, en essayant de comprendre comment toute une économie avait pu se prendre les pieds dans le tapis de cette façon. Le crash a déclenché une réaction en chaîne absolument dévastatrice. D'abord, les courtiers ont paniqué et ont exigé leur remboursement immédiat des prêts sur marge. Sauf que les investisseurs étaient ruinés, ils ne pouvaient pas payer, donc les banques qui avaient prêté tout cet argent ont commencé à s'effondrer les unes après les autres. Et le pire, c'est que la Réserve fédérale, la banque centrale qui aurait dû intervenir pour calmer le jeu, est restée les bras croisés. Elle a laissé des milliers de banques faire faillite, emportant avec elle les économies de toute une vie. Très vite, la crise est devenue mondiale. Les banques américaines ont rappelé leurs prêts à l'étranger, ce qui a paralysé les économies en Europe. Et pour ne rien arranger, le gouvernement américain a voté une loi, la loi Smoot-Hawley, qui a imposé des taxes énormes sur les importations. Évidemment, les autres pays ont riposté. Résultat, le commerce international, qui est un peu l'artère vitale de l'économie mondiale, s'est effondré de moitié en à peine 3 ans. Mais le véritable coût de cette crise, au fond, il n'était pas financier, il était humain. Dans les années qui ont suivi le crash, le son de la fête a été remplacé par un silence de mort, celui des usines à l'arrêt. Le chômage a explosé, pour atteindre un chiffre ahurissant de 25%. Ça veut dire qu'un Américain sur 4 qui voulait travailler ne le pouvait pas. À Détroit, le cœur de l'industrie automobile, la production a chuté de 75%. Les grandes machines se sont tues. La réalité de tous les jours était devenue sombre. Les files d'attente pour le pain s'étendaient sur des kilomètres. Des enseignants racontaient que des élèves s'évanouissaient en classe, non pas d'ennui, mais de faim. La dignité s'évanouissait, et le désespoir s'installait partout. Et comme si ça ne suffisait pas, une catastrophe écologique est venue s'ajouter au désastre économique. Dans les grandes plaines, des années d'agriculture trop intensive, suivies d'une sécheresse terrible, ont transformé des terres fertiles en poussière. Des vents violents ont alors créé d'immenses tempêtes de poussière, des blizzards noirs qui ont littéralement enterré des fermes et forcé des millions de personnes à tout quitter. Pendant ce temps-là, à Washington, le discours officiel était complètement déconnecté de la réalité. Le président Herbert Hoover assurait à la radio que la situation était sous contrôle, que l'économie était solide, pendant que des millions de gens se demandaient simplement d'où viendrait leur prochain repas. Autant dire que plus personne n'écoutait. Le nom du président est même devenu synonyme de souffrance. Les bidonvilles ont été baptisés Hooverville. Les journaux utilisés pour se couvrir, des couvertures ouvertes.
Et les poches vides retournées vers l'extérieur, des drapeaux ouverts. C'est dans ce climat de désespoir total qu'un nouvel homme est arrivé au pouvoir et il a amené avec lui un changement radical de philosophie et d'action gouvernementale, Franklin Delano Roosevelt. Le jour de son investiture, ces mots ont eu l'effet d'une bouffée d'air frais. Ce n'était pas juste un discours, c'était un véritable appel à restaurer la confiance, à retrouver un but en tant que nation. Roosevelt a agi, et il a agi vite. Il a lancé toute une série de programmes massifs qu'on a surnommés les agences alphabet. L'idée, ce n'était pas seulement de fournir une aide d'urgence, mais de reconstruire le pays, et par la même occasion, la fierté de ses habitants. Bien sûr, cette intervention massive de l'État n'a pas plu à tout le monde. Beaucoup y ont vu une expansion dangereuse du pouvoir du gouvernement. Mais pour les millions de personnes qui faisaient la queue pour la soupe, c'était un travail, un salaire et la chance de pouvoir se remettre à construire l'avenir. Il a aussi cherché à réparer un système financier qui était cassé. La création de la FDIC, par exemple, a garanti les dépôts bancaires, ce qui a permis de restaurer la confiance dans les banques. Lentement mais sûrement, les gens ont recommencé à déposer leur argent au lieu de le retirer en panique. D'autres programmes, devenus emblématiques, comme la sécurité sociale, ont vu le jour, offrant pour la première fois un filet de sécurité pour les personnes âgées. Même les arts ont été mis à contribution, avec des projets fédéraux qui payaient des artistes pour documenter cette incroyable période de reconstruction. La reprise n'a pas été instantanée, loin de là, ce fut un processus lent, difficile. Mais petit à petit, les usines ont redémarré. Le PIB a commencé à remonter la pente, le chômage a diminué. Le pays qui était à genoux choisissait, morceau par morceau, de se remettre debout. La Grande Dépression ne s'est pas terminée par une grande fête. Elle s'est terminée par un travail acharné, beaucoup d'espoir et une nation qui a tout simplement refusé d'abandonner. Mais alors que l'Amérique se relevait à peine, elle ne se rendait pas compte qu'une menace encore plus sombre, encore plus globale, se préparait déjà. Une menace qui allait bientôt engloutir le monde entier.